Il est question de préservation de l'environnement dans le débat de ce soir. Selon les statistiques présentées par le ministre de l'Environnement, Roger Barrot, entre 2002 et 2013, le Burkina a perdu plus de 24 000 km² de forêt, représentant 9% du territoire. Et cette dégradation est due aux effets néfastes des changements climatiques accentués par les pression anthropique. Depuis maintenant 5 ans que les journées nationales de l'arbre se tiennent annuellement pour contribuer à repousser l'avancée du désert dans ce pays. Et cette campagne nationale de reforestation cette année se tient sur plusieurs sites autour du thème « Arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité ». Nous parlons bien sûr téléspectateurs, reforestation et sécurisation des sites dans cette émission avec nos invités. À ma gauche, je reçois pour vous le colonel Barnabé Kaboré. Il est le directeur général des eaux et forêts, chef de corps. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame Diasso. On dit également bonsoir au colonel Bertrand Tapsoba. Il est le directeur des forêts et de la reforestation. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, madame. Alors, le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs. Sans plus tarder, on passe aux échanges avec nos invités. La JNA 2023 qui se tient le 15 juillet 2023. On parle chaque année de la journée nationale de l'arbre, mais peu connaissent réellement l'esprit qui sous-tend cette initiative. Alors, monsieur Kaboré, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Ok, merci bien, madame Diasso. Et bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici pour échanger sur la question de la reforestation. Et comme vous le savez, et comme monsieur le ministre l'a dit, chaque année, nous perdons beaucoup de forêts. Et entre 2002 et 2012, il ressort en tout cas une perte de forêt de l'ordre de 24 000 km², ce qui est énorme. Et chaque année aussi, nous faisons des reboisements, nous faisons des plantations d'arbres. Et malheureusement, les taux de réussite et les taux de survie de ces plantations sont en deçà de nos attentes. Aussi, on a constaté qu'il y a moins en moins d'engouement pour donc la question de reboisement, pour les questions d'entretien des plants mis en terre. C'est au regard de tout cela que le gouvernement a décidé en 2018 d'instituer une journée dédiée à l'arbre que nous avons appelée Journée nationale de l'arbre. Et l'ambition de cette Journée nationale de l'arbre est d'abord de contribuer à inverser la tendance de dégradation de l'environnement de façon globale et des ressources forestières de façon particulière. Et surtout, de créer un engouement, vraiment de créer un engouement, d'engager toute la communauté, toute la population donc dans cet élan de reboisement, dans cet élan de reforestation. Voilà un peu l'idée qui sous-tend la Journée nationale de l'arbre. Alors, vous avez ici parlé de plusieurs facteurs qui contribuent à la déforestation. Quels sont ces facteurs précisément? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs directs, il y a des facteurs indirects. Pour ce qui concerne les facteurs directs, on peut citer entre autres la pression agricole, les activités agricoles. Vous savez, nous pratiquons une agriculture, je dirais, itinérante sur brûlis. On cultive cette année ici, l'année prochaine on change de terrain, etc., avec très peu d'intensification. Donc ça crée vraiment de la déforestation. Il y a également les mauvaises pratiques en matière de pastoralisme. Il y a la coupe, les mondages, etc. de certains arbres. Il y a l'orpaillage. Il y a l'orpaillage. Si vous arrivez dans les sites d'orpaillage, vous constaterez qu'il y a une très forte dégradation donc, et des espaces à ce niveau-là. Donc c'est autant de facteurs directs, en plus bien sûr des feux de brousse. C'est vrai que de plus en plus,
les feux sont en train peut-être de diminuer, mais dans les zones suffisamment boisées, les feux de brousse sont toujours d'actualité et tout cela contribue en tout cas à la reforestation. Et pour ce qui concerne les facteurs indirects, il y a par exemple l'augmentation de la population, l'augmentation du bétail, il y a aussi le changement climatique. Ce sont là quelques facteurs de dégradation des forêts et quelques facteurs de déforestation. Alors c'est très important de le préciser. Alors, colonel Bertrand Tapsoba, quelles sont les attentes de la Journée nationale de l'arbre 2023? Merci bien madame. Comme le colonel Barnabé, chef de corps, le disait, il y a tout un nombre de facteurs qui limitent en tout cas nos actions. Mais il faut se dire que pour cette année, nous comptons mettre environ 60 000 plants pour la Journée nationale de l'arbre. C'est-à-dire que pour la campagne de reforestation, c'est 5 millions de plants que nous allons mettre en œuvre. Mais pour la journée passée d'hier, c'est 60 millions de plants que nous avons pu mettre en terre. Alors c'est beaucoup, 5 millions de plants pour une année. Alors techniquement, comment est-ce que la campagne nationale de reforestation s'organise en amont? Il faut se dire que les gens pensent que c'est à partir du mois de juillet, mois d'août seulement que la campagne de reforestation commence. Il faut se dire qu'après la campagne, c'est-à-dire dès janvier, il y a un certain nombre d'éléments que nous préparons pour la réussite de la campagne précédente. C'est-à-dire que si vous finissez la campagne, on prépare c'est l'avenir. Il y a la planification, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les pépiniéristes et les régions, ainsi que les communes, pour identifier d'abord les sites à reboiser, et identifier les espèces qu'il faut reboiser, et puis voir réellement ce qu'il nous faut en termes de matériel pour les clouaisons et l'entretien de ces plants. Et cela peut prendre plusieurs mois? Ça prend toute l'année. Ça prend toute l'année, puisque après le reboisement, il y a le suivi et l'entretien de ces plants. Alors c'est un travail titanesque qui est donc qui est à la tâche justement. Il faut dire, c'est tout le monde qui est à la tâche. Il y a le nouveau central qui planifie en tout cas les activités. Il y a le nouveau régional qui exécute. Il faut dire que tout le monde est plus dur pour la réussite de la campagne. Même vous, journalistes, vous voyez que nous sommes en train d'échanger sur la campagne de reforestation. Ça veut dire que tout le monde est à la tâche pour que ça puisse réussir. Pour l'édition 2023, la 5e édition de la GNA, quelles sont les innovations majeures qui sont retenues? Et pour cette présente campagne, et la campagne 2023, qui est en tout cas la 5e édition de la Journée nationale de l'arbre, il faut dire que nous l'avons voulu, on a voulu la célébrer, cette édition, au niveau de la région du centre. La région du centre, et particulièrement dans la ville de Ouagadougou, avec beaucoup d'innovations. Beaucoup d'innovations en ce sens que nous allons d'abord réaliser notre reboisement au niveau de la ceinture verte, qui est un espace de la ville de Ouagadougou, un espace qui a été mis en place depuis un certain temps et qui connaît des difficultés en termes de dégradation actuellement. Donc nous allons travailler dans cet espace-là. Également en termes d'innovation, nous allons en tout cas promouvoir au cours de cette campagne de reforestation la mise en place au niveau des écoles des bosquets. Nous voulons également au cours de cette campagne travailler à ce que les institutions qui bénéficient d'appui en plan puissent également faire des bosquets. Donc c'est quelques innovations que nous allons donc apporter au cours donc de cette campagne de reforestation 2023.
Alors c'est bien pensé l'annonce qui a été faite, un établissement, un bosquet ou une institution, un bosquet, mais on se demande comment est-ce que cela va être mis en œuvre techniquement. Est-ce qu'il y a l'espace suffisant pour cela? Est-ce que les plans seront disponibles? Est-ce que le personnel pour le suivi également va suivre? Oui, je pense que pour ceux qui le savent déjà, chaque année, il y a des initiatives qui sont développées dans ce sens. Pour les institutions, chaque institution, chaque année, tente, en tout cas autant qu'elle peut, de réaliser un reboisement. Maintenant, nous voulons que ces reboisements soient suffisamment encadrés et formalisés et faits à un endroit qui va être dédié à cet exercice de reboisement. Donc, le ministère va apporter des appuis, comme il le fait chaque année en termes de plans. Le ministère va également apporter son appui technique à travers donc, la mise à disposition des agents forestiers pour donc, encadrer les institutions dans le cadre de ce reboisement. Et pour ce qui concerne les écoles, il y a déjà aussi certaines écoles qui chaque année approchent le ministère pour avoir des appuis en plan pour pouvoir reboiser. Je crois que c'est déjà une initiative qui existe. Nous allons juste les accompagner en termes d'appui en plan, en termes d'appui technique également et en termes d'encadrement pour le suivi, pour que ces plans-là qui sont mis en terre puissent réussir. Alors, je reviens à vous, Monsieur Tapsoba. Vous avez évoqué la question des pépiniéristes lorsque vous expliquiez le travail qui est fait en amont après les GNA. Au niveau des pépiniéristes, quelle est la collaboration qui est établie entre votre direction et ces derniers? Merci madame, mais avant de revenir à la question, oui, je voulais revenir sur les innovations. Il y a une des innovations majeures que nous avons en tout cas pris cette année, c'est l'irrigation goutte à goutte. Et vous aurez dû le constater hier au reboisement que nous avons utilisé en tout cas des bidons très faciles à fabriquer, mais qui va permettre de rehausser en tout cas le taux de survie des plants. Il y a aussi la géolocalisation des sites de reboisement. Donc à partir, si vous voyagez, vous êtes à New York ou n'importe où, vous pouvez suivre en tout cas vos reboisements. Donc c'est l'une des innovations majeures que je tenais à évoquer. Et pour les pépiniéristes, il faut se dire que pour avoir un bon plan, ça commence dès la production. Et la semence d'abord. Il faut que ça soit que la graine que vous allez utiliser pour produire le plan, que ça soit de bonne qualité. Donc nous avons formé, l'an passé nous avons formé des pépiniéristes. Cette année, nous comptons en tout cas former encore 400 pépiniéristes pour renforcer les capacités de production des plants. Il va du taux de réussite des plants. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les pépiniéristes. Mais comment s'opère le choix des plants à mettre en terre? Le plan à mettre en terre, il faut se dire que la réussite même de la campagne de reforestation, ça y va du choix même du site et le choix du plan. Et il faut choisir une plante de bonne qualité, adaptée au site, parce qu'on ne peut pas prendre les plantes... Les sites ne sont pas pareils. Les sites ne sont pas pareils. Par exemple, si vous prenez une plante du Sahel, ce n'est pas évident que si vous l'amenez à Bobo, ça va donner en tout cas les mêmes rendements. Vous pouvez avoir la plante qui va pousser, mais par exemple, si vous voulez des fruits, ce n'est pas évident que ça va produire en tout cas, le rendement va être meilleur. Donc, en fonction du site, nous déterminons les espèces en collaboration, bien sûr, avec les bénéficiaires. Parce que c'est une des innovations d'ailleurs, parce que d'habitude, on part donner des plans aux intéressés sans tenir compte de leur choix. Et ça, bon, il va de soi que des fois, certaines personnes, comme ils sont désintéressés, on laisse nos plans là peut-être mourir. Donc, on a intégré ce volet, le choix des bénéficiaires, le choix de l'espèce, en tenant compte de la qualité de l'espèce. Il faut que les plants même séjournent en pépinière au moins 2 ans pour certaines espèces. Avant, bon, c'est des petites plantes qui ont séjourné peut-être 3 mois, 4 mois en pépinière, mais on a, depuis un certain nombre, depuis la GNA, on a essayé de revoir en tout cas notre façon de planter, ça veut dire planter utile, en tenant compte de l'espèce, en tenant compte du site et la zone. Alors, on entend souvent des espèces utilitaires.
c'est quoi exactement? Et on peut dire que toutes les espèces peuvent être utiles, mais en fonction, comme je dis, en fonction de l'objectif visé. Mais nous parlons d'espèces utilitaires, les espèces qui peuvent être utiles à la communauté. Par exemple, les espèces qui produisent en tout cas les PFNL. Ça veut dire qu'on peut utiliser les feuilles pour manger, les graines pour la sauce, et les racines pour se soigner. Donc voilà ce qu'on parle d'espèces utiles. Mais l'espèce peut être utile sur vous et être moins utile sur une autre personne. Tout dépend de l'objectif visé par rapport à l'utilité. Mais quand nous parlons d'espèces utiles, c'est une espèce qui est utile pour la population. Merci pour ces précisions. Alors, les journées nationales de l'arbre, la journée, pour être précise, chaque année, elle se tient la première semaine du mois d'août. Alors, cette année, on en est au 15 juillet comme date retenue. Pourquoi ce choix? Ok, merci bien, Madame Diasso. Effectivement, la décision qui a été prise en 2018 par le Conseil des ministres a donc orienté la tenue de la JNA au cours donc du premier samedi du mois d'août. Donc normalement chaque année, les 4 dernières éditions, nous les avons tenues effectivement le premier samedi du mois d'août. Et cette année, nous avons au regard des données météo que nous avons, on a compris que la saison allait s'installer, je dirais, de façon précoce. Et cela nous a amené à faire donc des réajustements. Et ça, c'est la première explication. La deuxième explication, vous voyez, quand on plante les arbres, on souhaite que ces arbres-là puissent bénéficier du maximum d'eau de pluie. Parce que l'une des conditions pour la réussite d'un plant ou d'une plantule qu'on met en terre, c'est l'eau. Au-delà de la protection, c'est aussi l'eau. Donc, en mettant les plants en terre à mi-août, ils n'auront pas autant d'eau que si on les mettait en terre à mi-juillet. Vous voyez qu'il y a un mois quand même de plus. Mais on a vu que la pluviométrie actuellement, elle n'est pas quotidienne comme on nous l'aurait souhaité. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes périodes pratiquement? Non, la pluviométrie n'est pas quotidienne, mais il faut savoir aussi que le plant n'a pas besoin d'eau de façon quotidienne. Voilà, c'est à intervalle de temps, de sorte à ce que la plante ne manque pas d'eau. La plante n'a pas besoin d'eau chaque jour. Voilà, donc il y a un intervalle de temps nécessaire donc à respecter pour que la plante puisse survivre. Donc c'est au regard vraiment de ces deux éléments et compte tenu du fait que nous voulons véritablement que nos plans réussissent, que nous avons proposé que donc cette édition puisse se tenir à cette période-là. En tout cas, des orientations ont été reçues pour ça et c'est vraiment pour cela que la 5e édition se tient le 15 juillet. Alors ces orientations, pour certains, il s'agit un peu d'un empressement. Et beaucoup se demandent, est-ce que les localités sont prêtes? Est-ce que vous êtes prêts pour cette date qui n'était pas la date conventionnelle, si on peut le dire ainsi? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que la campagne de reforestation se prépare dès la fin pratiquement de la campagne précédente. Comme le directeur des forêts l'a dit, et nous sommes quotidiennement, c'est notre travail, et par conséquent, nous sommes toujours en train donc d'œuvrer de sorte à ce que les activités de reboisement, les activités de pépinière, les activités de plantation, les activités de suivi des plants mis en terre puissent se dérouler correctement. Pour ce qui concerne les régions aussi sont également prêts parce que les directions régionales qui sont donc aux côtés des autorités régionales ont commencé à travailler avec ces régions-là pour pouvoir identifier les sites, pour pouvoir organiser la population, pour pouvoir organiser
le terrain pour que cette campagne, cette journée nationale de l'arbre puisse se tenir. Et les dispositions ont été prises pour que les gouverneurs puissent avoir l'information, et ils ont eu l'information, et l'organisation s'est bien déroulée. Alors on poursuit toujours ces échanges autour de la journée nationale de l'arbre qui est, comme vous l'avez si bien précisé, qui a sa 5e édition en 5 ans. Est-ce que déjà on peut parler de bilan positif surtout? Merci. En 5 ans, on peut parler de bilan. Si c'était un enfant, je pense qu'on pourrait l'envoyer aller puiser l'eau nous donner. Donc, le bébé est grand. Et nos ambitions, on peut dire que nos ambitions, c'est pas atteint, mais on pense qu'avec les résultats que nous avons, surtout par rapport à la journée nationale de l'arbre, d'ici 3 ans, 5 ans, on pourra en tout cas atteindre nos objectifs. En termes de bilan, il faut se dire que nous avons à peu près, au cours des 4 éditions, des 5 éditions, c'est environ 1 million de plans que nous avons pu mettre pour la journée nationale de l'arbre, la seule journée. C'est énorme, avec un taux de réussite qui tourne au-delà de 70% en ce qui concerne les sites gênants. Donc vous voyez que le taux, on aurait souhaité atteindre les 100%, mais 70%, c'est pas mal. Il faut se dire qu'avant, en 2018, les taux de la campagne de reboisement, les taux de réussite, ça tournait autour de 25%. Et actuellement, nous sommes à peu près 40% pour la campagne nationale de reforestation. Mais pour la journée nationale de l'arbre, nous sommes à un taux de plus de 70%. Donc vous voyez que, bon, dire que je ne suis pas satisfait, bon, c'est osé. C'est osé, mais on peut faire au-delà, dans la mesure où cette année, la campagne pour la journée nationale qui a eu lieu le samedi passé, nous attendons quand même un taux de réussite de 80%. Et Inch'Allah, je pense que nous allons atteindre ce taux-là. Alors, la question que je vous adresse, est-ce que le Burkina dispose d'une politique de suivi des plans qui sont mis en terre après les JNA? Oui. Ou est-ce qu'il y a des actions? S'il n'y a pas de politique, est-ce qu'il y a des actions, des mesures qui sont prises dans ce sens? Oui, comme le chef de corps le disait, nos relais sur le terrain, c'est les DR. Les DR et les DP. Donc, c'est des suivis de proximité que les agents font sur le terrain. Donc, à ce sens, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons renforcer ce suivi-là. Raison pour laquelle, pour cette campagne, il y aura la géolocalisation des plantations. Donc, à partir de Ouagadougou ou n'importe quel coin du monde, si vous voulez suivre en tout cas les plantations avec les coordonnées GPS, avec le satellite, vous pouvez en tout cas suivre l'évolution de nos plantations. Donc, c'est une des innovations que nous comptons faire. Parce que d'habitude, même les journalistes viennent chaque année demander des plans. Mais bon, nous ne savons pas ce que deviennent ces plantations. On va vous demander que vous-même, vous fassiez votre propre bilan. Parce que c'est facile de demander quels sont les bilans des plantations. Mais bon, prochainement, nous allons venir au studio. Et c'est vous qui allez en tout cas faire le bilan de vos actions en matière de reforestation. Alors avec votre appui, on espère que le bilan il sera positif. Alors je reviens à vous, colonel Kaboré. En termes de reforestation, comment est-ce qu'on plante un arbre? Quelles sont les différentes étapes? Ok, merci bien. Et pour planter un arbre, il y a, je dirais, trois phases. D'abord, il faut que la plante soit produite en pépinière. Et je crois que DFR l'a dit tantôt, il y a des plantes qui peuvent faire 4 mois en pépinière et sont plantables, 6 mois en pépinière qui sont plantables. Mais certaines plantes, il faut 2 ans, voire même plus, pour que la plante soit plantable. Si vous avez la plante, vous devez avoir le site de plantation. Et le site de plantation doit être préparé
et à travers d'abord ce qu'on appelle le piquetage, techniquement. Piquetage, c'est le repérage des points qui doivent être creusés, sur lesquels on doit faire en tout cas la trouaison. Si on fait le piquetage, et ensuite on fait la trouaison. On fait la trouaison, après la trouaison, l'idéal c'est de reboucher les trous et attendre qu'il pleuve. Et après la pluie, on vient maintenant pour déboucher un tout petit peu et procéder donc à la mise en terre du plan. Maintenant, la technique de mise en terre proprement dit consiste d'abord à couper le bas du pot, hein, puisque cette coupure du bas du pot va en tout cas permettre d'enlever le chevelu racinaire qui se trouve sous le pot, parce que quand les racines poussent, comme elles rencontrent le pot, en pépinière, comme elles rencontrent le pot, elles s'enroulent et il y a un chevelu racinaire. Donc on sectionne le bas du pot, on coupe ce chevelu racinaire et après on incise maintenant le côté du pot pour en fait enlever le pot subtilement en tenant la motte de terre là, et on dépose en tout cas délicatement dans le trou qu'on a fait, de sorte à ce que le collet du plan ne soit pas enfoui et ne soit pas trop également au-dessus du sol. Donc le collet du plan doit être sur la même en tout cas sur la même ligne que le niveau du sol. Après quoi, on rebouche entièrement, on tasse en piétinant et on tasse délicatement à côté du plan pour un peu boucher, hein, et fermer de sorte à ce que l'air qui est à l'intérieur, l'air ne rentre pas et que l'eau aussi ne passe pas par là-bas pour donc faire pourrir les racines. Donc voilà un peu schématiquement comment on procède. Et après ça, on arrose, bien entendu. Et après l'arrosage, il faut protéger. S'il y a une grille, on dépose la grille tout autour en faisant en sorte à ce que elle ne tombe pas. Si c'est un site clôturé à l'aide du grillage, là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, de façon résumée, comment donc on procède donc à la mise en terre d'un plan. Alors, vous nous avez expliqué que les espèces diffèrent des sites. Je suppose bien que les techniques aussi diffèrent des espèces. Ou c'est une technique universelle? Bon, la technique, je dirais qu'elle n'est pas universelle, ça dépend. Par exemple, si vous avez une plante à racines nues, ce n'est pas la même technique de plantation qu'une plante qui est produite dans un pot. Si vous avez une plante qui est produite à base, par exemple, des paniers de rognier, les feuilles de rognier, on utilise pour fabriquer des paniers. Et puis, si vous regardez parfois les plants de manguier qu'on vend, c'est ça. C'est en fonction du conteneur. En fonction du conteneur, et la technique de coupe ou en tout cas de plantation peut différer. Mais globalement, c'est le même procédé. Voilà, c'est les mêmes étapes qu'on observe donc pour réaliser la mise en terre du plan. Alors, j'en viens au colonel Tapsoba. Quelle est la procédure légale pour couper un arbre? La procédure légale pour couper un arbre, ça dépend. C'est quel type d'arbre? Parce que les gens ont l'habitude de dire tu plantes ton arbre et puis les forestiers t'empêchent de couper. Non, c'est pas ça. Si tu plantes ton arbre, normalement tu peux, ça dépend de quelle espèce. Si c'est une espèce locale, parce que si tu coupes, le forestier peut confondre avec les espèces qu'on peut trouver dans la nature. Tu pars informer le forestier, tu as ta plantation, tu veux faire des coupes, et il va te montrer la technique de coupe et puis te donner un permis de circulation si vous voulez déplacer les produits issus de vos plantations d'un point A à un point B. Maintenant, si
c'est dans votre champ, ou bien vous partez pour couper comme ça, il y a un permis de coupe délivré pour pouvoir couper. En ce moment, ce n'est pas votre plante, c'est une plante que vous allez peut-être dans la nature, que vous voulez aller couper pour vos besoins. Ça, il faut un permis de coupe. Et pour déplacer d'un point A à un B, il faut un permis de circulation. Maintenant, si c'est vous qui avez produit, qui avez en tout cas, vous avez votre plantation. N'est-ce pas là trop de procédures justement pour couper un arbre qu'on a soi-même planté? Non, c'est pour que l'arbre ne meure pas. Parce qu'il y a des techniques de coupe. Si vous coupez, vous avez mal coupé, quand il va pleuvoir, l'eau, les gouttes d'eau là peuvent faire pourrir en tout cas la plante, la souche. C'est pour vous montrer la technique de plantation. Mais maintenant, pour vous déplacer avec le produit, il faut un permis de circulation qui ne coûte pas grande chose. Si en tout cas je m'ai mis, ça fait 300 francs pour le moment. Le permis de circulation. Pour le permis de coupe, c'est ce que je vous ai dit. C'est les arbres qui sont dans la nature, donc dans les espèces, dans les espaces de conservation. Si vous voulez, en tout cas, trimballer d'un point A à un point B, vous devez être muni de votre permis de circulation. Mais avant de couper, vous devez être muni aussi d'un permis de coupe. Par exemple, si vous décidez d'aller en brousse, je ne sais pas, en brousse, à Ouadou, ça serait difficile, d'aller en brousse couper pour vos besoins, pour en tout cas faire des engrais ou bien pour le bois de chauffe, il vous faut un permis de coupe. Mais ça, c'est une catégorie de. Ce n'est pas les femmes qui ramassent les brindilles pour aller, en tout cas, chauffer leur repas, faire la cuisine. Non, ce n'est pas ce genre de trucs-là. C'est ceux qui, les transporteurs, les grossistes transporteurs, il leur faut vraiment un permis de coupe. Et un autre exemple d'une personne qui a fait son bosquet entre griffes et qui veut faire une petite plantation à l'intérieur et qui a besoin d'espace. Est-ce qu'il lui faut un permis puisque ce sont ses plantes, ses arbres? Qui a besoin d'espace pour cultiver? Pour cultiver. Non. Non, non. Il n'en a pas besoin? Il n'en a pas besoin de permis, non. Que ce soit pour cultiver, pour faire autre chose, il n'a pas besoin d'un permis de coupe. D'accord. Puisque ça, c'est privé. C'est privé. Donc la différence réside justement dans le fait qu'on soit propriétaire ou non de l'arbre. C'est bien ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Bon, ce que je peux dire ajouter par rapport à cette question, c'est que l'exploitation, la valorisation des produits ligneux est organisée à travers donc une réglementation. Il y a le code forestier qui encadre tout ce qu'on doit faire en lien donc avec les forêts, avec les ressources forestières. Il y a aussi la loi de finances qui définit un certain nombre d'actes donc à disposer pour pouvoir exploiter. Et c'est cela, il disait, pour pouvoir exploiter le bois et circuler avec, il faut un permis de coupe, et il faut également un permis de circulation. Et ça concerne essentiellement ceux qui exercent l'activité à but surtout commercial. C'est surtout à but commercial. Pour ceux donc qui ramassent le bois pour leur subsistance, je ne pense pas qu'il y ait besoin donc de ces documents-là. Maintenant, si vous quittez une commune pour une autre, je ne pense pas que ce soit juste pour faire ramasser du bois mort et puis faire de la cuisine. C'est plutôt pour peut-être vendre. Oui. Alors, le Burkina, qui est communément dit pays de savane, mais on sait qu'il y a quand même quelques forêts qui sont reparties dans certaines régions du pays. Alors, est-ce qu'on peut avoir avec vous, colonel Kaboré, la cartographie des forêts qui existent au Burkina? Oui, effectivement, le Burkina est un pays, on l'appelle pays de savane.
mais je pense que c'est une façon de parler. Et sinon qu'au niveau de notre pays, nous avons 77 forêts classées, aires classées, 77, qui couvrent une superficie d'environ 3 980 000 hectares. Là, ce sont les forêts classées au nom de l'État. Au-delà de ces forêts classées, il y a beaucoup d'espaces de conservation. Et nous avons, sans être exhaustif, dénombré autour de 3000 espaces de conservation. Et au-delà de ces espaces de conservation, il y a aussi, par exemple, les bois sacrés, etc., qui sont des zones forestières. Donc, en termes de cartographie, je peux dire que les forêts se retrouvent partout au Burkina Faso. Aussi bien au Sahel. Quand vous arrivez au Sahel, il y a des reliques de forêts galeries, hein, qui sont importantes. Et quand on descend vers le centre-nord, il y a des forêts classées. Il y a par exemple la forêt classée de Yabo, qui se retrouve donc dans c'est le Sanmatenga. Quand vous repartez vers le nord, dans la capitale Léoyuga, il y a aussi quelques forêts classées. C'est peut-être surprenant, mais il y a des forêts classées. Là, beaucoup de monde, on a beaucoup de forêts classées, hein, qui longent même le fleuve Moun, beaucoup de forêts classées. Et les hauts bassins, on a aussi beaucoup de forêts classées au niveau des hauts bassins. Je n'ai pas le temps de citer sans compter l'Est. Et j'arrive, et les cascades, il y a des forêts classées aux cascades. Et au niveau de la région du sud-ouest, il y a des forêts classées. Au niveau de la région du centre-sud, il y a l'emblématique parc national Kaboré-Tambi PNKT. Et il y a le ranch de Nazenga qui se retrouve dans le centre-sud. Et au niveau du centre-ouest, il y a aussi des forêts classées, Tiogo, Baporo, etc. Et si maintenant nous repartons vers le plateau central, Zignaré, vous avez la forêt classée de Wayen, vous avez la forêt classée de Ziga, et on repart vers le centre-est, il y a aussi des forêts classées. Et on termine par la région de l'Est, qui est donc, je dirais, la région qui a le plus en termes de superficie et la plus grande partie des forêts classées de notre pays, parce que au niveau de la région de l'Est, nous avons deux parcs nationaux, le parc national d'Arli, le parc national W. Nous avons également des réserves partielles de faune et nous avons des zones synergétiques, et l'ensemble de ces réserves, en tout cas, occupe pratiquement, je dirais, 25 à 30% de la superficie de cette région. Donc c'est dire que nous avons beaucoup de massifs forestiers, et comme je disais tantôt, il y a aussi les espaces de conservation dans pratiquement l'ensemble des communes de notre pays. C'est vrai, nous ne sommes pas un pays côtier, nous ne sommes pas un pays forestier, mais nous avons, si je peux le dire, en tout cas du potentiel que nous devons préserver, que nous devons conserver, que nous devons également travailler à renforcer. C'est bien dit. Alors on parle justement travailler à renforcer, protéger avec la crise sécuritaire que le pays traverse depuis plusieurs années, qui a aussi un impact dans ce secteur d'activité. Je parle bien sûr de l'environnement. Alors, colonel Tapsoba, pouvez-vous nous expliquer la contribution des forestiers dans cette lutte-là? Allez-y. Je vais répondre à cette question. Merci bien, madame. Effectivement, la crise sécuritaire est une réalité. C'est une réalité depuis, en tout cas, 2015-2016. Notre pays fait face véritablement à ce phénomène nouveau que nous ne connaissions pas. Et donc, le secteur forestier est un des secteurs les plus, donc, je dirais, exposés. Parce que les forêts sont aujourd'hui, en tout cas, des sites de prédilection
eu égard au fait qu'il y a des zones où les gens peuvent se cacher. Hein, il y a aussi peut-être des potentialités qui peuvent être exploitées. Alors, face donc à cette situation d'insécurité, les eaux et forêts qui ont été, je dirais, l'une des premières victimes, puisque nous étions véritablement sur le terrain dans ces forêts quand la situation s'est dégradée et nous avons eu malheureusement des victimes et on continue également d'avoir des difficultés. Mais nous travaillons aujourd'hui à nous réorganiser pour donc faire face à cette situation d'insécurité. Parce que le défi actuel est un défi qui est un défi majeur. Et donc il faut que chaque entité puisse se réorganiser, puisse se réadapter, puisse se réarticuler de sorte à pouvoir faire face à cette situation qui est véritablement nouvelle. Donc je dirais que sur le terrain nous travaillons aussi en collaboration étroite avec les autres forces de défense et de sécurité dans le cadre donc des actions de restauration et de sécurisation donc de notre territoire. Alors, l'une des difficultés dans le cadre de cette lutte, elle est commune, elle est connue également. C'était le problème de matériel, d'armement des forces combattantes. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez connu ces mêmes difficultés? Oui, par rapport à cette préoccupation, je crois que c'était une préoccupation qui est générale, qui était générale. Et heureusement, et Dieu merci, les plus hautes autorités ont pris des dispositions pour en tout cas permettre à nos éléments de pouvoir être donc dans condition de pouvoir aller sur le terrain sans trop de difficultés en lien avec cet aspect-là. Alors, autre point important, le relief. Vous l'avez évoqué en parlant des forêts, notamment la région de l'Est. Au cours d'une des interviews accordées par le président de la transition, il a relevé. C'est l'une des difficultés également rencontrées dans le cadre de la restauration de la sécurité dans certaines zones, parce que le relief n'est pas totalement favorable à certains moments. Alors, est-ce qu'on peut estimer la proportion des forêts qui sont plus sous contrôle ou à moitié sous contrôle? Bon, aujourd'hui, c'est vraiment difficile de pouvoir évaluer. Étant entendu que la situation n'est pas facile. Et pour pouvoir évaluer, il faut pouvoir aller sur le terrain, il faut pouvoir disposer d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre d'informations pour pouvoir faire en tout cas une évaluation fiable. Cependant, on sait qu'il y a quand même pas mal de massifs forestiers qui connaissent des difficultés, des massifs forestiers dans lesquels en tout cas on sait qu'il y a des éléments non identifiés. Mais en termes de proportion, il serait hasardeux aujourd'hui de dire c'est tel pourcent, c'est 10%, c'est 20%. Et je pense que cela mérite en tout cas qu'il y ait un travail plus approfondi, voilà, pour pouvoir définir une telle proportion. Alors, j'en viens à vous, colonel Tapsoba. Quelle est la contribution des eaux et forêts dans la lutte contre la dégradation du sol? Il faut se dire que une en tout cas des missions prioritaires des eaux et forêts, c'est la récupération des terres dégradées, dont les agents des eaux et forêts jouent un rôle très important. Quand on parle de reforestation, c'est la récupération en tout cas des terres dégradées. Et nous comptons, comme on l'a dit, pour cette année, mettre environ 5 millions de plants, comme vous l'avez dit, souligné. C'est en fait contribuer à la récupération des terres dégradées et favoriser aussi à la production agricole, dont les agents des eaux et forêts jouent un rôle très important dans le domaine de l'encadrement, dans le domaine du suivi et entretien, et même dans le domaine des innovations même, des outils pour la récupération des terres dégradées.
On n'oublie pas également l'aspect hydraulique, puisqu'on parle de eau et forêt. N'est-ce pas que vous intervenez également dans ce secteur? Si, je vous ai dit que l'une des innovations majeures de cette journée nationale de l'art, c'est l'irrigation goutte à goutte. Oui. On a intégré ce volet, parce que quoi qu'on dit, sans eau, il serait difficile que nos plants puissent survivre. Vous-même, vous avez posé la question pourquoi on a avancé en tout cas la journée d'un mois, de 2 semaines, puisque vous avez constaté que les pluies se font de plus en plus rares. Voilà, donc il faut une irrigation pour en tout cas suppléer au manque au poste de sécheresse, pour donner plus de sens à nos plans de réussir. Donc le volet eau est intégré. Et le goutte à goutte, une technique facile à faire par tous. Comme vous l'avez constaté, hier, vous avez vu les bidons de 20 litres, c'est facile à fabriquer. Et avec 2000 francs, vous pouvez en tout cas fabriquer un bidon de goutte à goutte. Alors on va parler protection de l'environnement pour clore cette émission qui tend vers sa fin. Alors, colonel Barnabé Kaboré, la protection de l'environnement, pour vous, c'est un défi collectif? Oui, la protection de l'environnement, c'est un défi collectif. C'est un défi collectif dans la mesure où l'environnement, c'est pour nous tous. Il ne revient pas seulement au ministère en charge de l'environnement de protéger l'environnement, de préserver l'environnement. Si la tâche ne revenait qu'à ce seul ministère, ce n'est pas évident qu'on puisse réussir parce qu'il y a plusieurs défis. Voilà, on était en train d'évoquer la question de la déforestation qui est un des défis environnementaux. Il y a la question des pollutions qui est également un des défis qui nous guette. Il y a aussi la question des changements climatiques, il y a la question des déchets. En tout cas, il y a plusieurs défis en lien avec donc, la préservation de l'environnement, des ressources forestières, des ressources fauniques. Donc pour réussir donc, la préservation de l'environnement, il faut un engagement de l'ensemble des acteurs. Et je crois que les plus hautes autorités sont déjà engagées, et raison pour laquelle la journée nationale de l'arbre a été instituée et les efforts sont fournis pour que cette journée puisse se tenir régulièrement. Il y a la journée mondiale de l'environnement qui s'est tenue également il n'y a pas très longtemps. Et tout ça, c'est pour en fait, en tout cas, attirer la conscience collective sur la nécessité de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir aller dans la même direction en faveur donc de la préservation de l'environnement qui est notre tout. Si l'environnement se dégrade, ça veut dire que nos conditions de vie vont se dégrader et ça veut dire que notre existence est menacée. Par conséquent, pour réussir cela, il faut que nous soyons tous engagés collectivement et individuellement, et c'est seulement à ce prix que nous allons réussir. Vous êtes d'avis? Tout à fait. Quel message est-ce que vous pouvez adresser aux populations qui nous suivent et qui ne sont pas forcément des bons amis de l'environnement? D'accord. Ce que je peux dire, c'est simple, c'est planter, et planter utile. Comme vous l'avez dit, planter utile, c'est quoi? C'est planter responsable, c'est planter et entretenir, c'est planter et veiller à ce que la plante puisse survivre. Donc c'est le message que je lance. Et que cette campagne, chacun puisse planter au moins un arbre et l'entretenir. C'est ce que notre slogan. Je suis patriote, je plante et j'entretiens mon arbre. Et vous? J'espère que vous aussi, vous le ferez. Alors, une question quand même relative au thème de la célébration de cette journée cette année. C'est assez important puisqu'elle parle d'arbres, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité.
Alors, l'arbre, donc, matérialise la résilience des communautés. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Oui, merci bien, madame. Effectivement, ce thème a été choisi pour un peu mettre au centre du débat la place que l'arbre occupe dans un contexte comme le nôtre. L'arbre, en tant qu'élément de la nature, l'arbre en tant que protecteur du sol, le sol sur lequel nous comptons pour vivre, l'arbre en tant que fournisseur de services, l'arbre en tant que producteur d'aliments, l'arbre en tant que pharmacie pour soigner les populations. Et tout cela devient véritablement intéressant quand on se retrouve en face de populations, de communautés vulnérables qui se déplacent d'une localité, de leur localité à une autre localité. Donc dans des conditions, je dirais, de pauvreté extrême, dans des conditions de vie difficiles, le recours, c'est à la nature et le recours, c'est l'arbre. Donc l'arbre est, de notre point de vue, un symbole fort et de résilience donc, de toute la nation. Et l'arbre est également pour nous un élément sur lequel nos populations peuvent s'adosser, voilà, pour pouvoir survivre. Et également, nous voulons qu'à travers ce message, on puisse aussi prendre des dispositions pour préserver les arbres. Ce n'est pas parce que l'arbre fournit des biens et des services qu'il faut totalement le détruire. Il faut faire en sorte à ce que l'arbre continue perpétuellement de pouvoir fournir ces biens et ces services que nos populations, nos communautés, dont nos communautés ont besoin, voilà, et donc dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Donc c'est vraiment un thème pour nous qui est un thème d'actualité, un thème qui interpelle tout le monde et un thème qui doit faire réfléchir plus d'un, donc dans le cadre donc, de la préservation de nos ressources forestières. Un thème également qui appelle à la contribution de ces communautés-là, les communautés, de toutes les communautés vivant au Burkina, afin qu'ensemble on préserve notre espace, notre cadre de vie, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Je crois que ce n'est pas seulement les communautés locales. Il y a les communautés locales, mais il y a aussi toute la communauté nationale. Il y a aussi, je dirais, la communauté internationale, parce que nous avons aussi des amis qui sont avec nous et qui peuvent nous accompagner, notamment certains partenaires techniques et financiers qui peuvent nous accompagner dans cette démarche de préservation et de conservation de ces ressources forestières dans notre pays. Donc l'engagement, c'est un engagement général, c'est un engagement collectif et aussi un engagement individuel, parce que chacun, là où il est, il devrait pouvoir s'engager et ensemble, nous devrons également nous engager vers cette démarche de conservation, de préservation et de gestion durable des ressources, nos ressources forestières et nos ressources environnementales. Et c'est très important. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, nous expliquer le sens profond de la préservation de l'environnement et surtout comment planter un arbre, comment être utile à l'environnement. Alors, je vous dis merci au colonel Barnabé Kaboré, directeur général des eaux et forêts, chef de corps. Merci bien. Aussi, merci à vous, colonel Bertrand Tapsoba, directeur des forêts et de la reforestation. Nous sommes au terme de ce débat, fidèles téléspectateurs.